Bonjour, David Grémier, je suis chercheur CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Bienvenue à la session écosystème et biodiversité. Donc une session pour embrasser l'ensemble de la biodiversité arctique et de ses dynamiques. On remercie tous les contributeurs à cette session et on a eu vraiment des décisions cornéliennes dans les choix d'exposés. On a essayé de sélectionner ces exposés sur la base de l'excellence scientifique d'une part, et puis aussi de répartir en fonction des thématiques et des aspects transdisciplinaires qui sont au cœur de la réflexion du chantier arctique. Et pour introduire cette séance, j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter Dominique Berthaud, qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, qui est également membre du CEN, du Centre d'études nordiques, et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la biodiversité arctique. Alors, Dominique s'intéresse principalement à l'écologie des vertébrés en milieu terrestre, et c'est sur ces aspects, mais avec une approche très large, vous allez le voir, qui va introduire cette session. Bienvenue, Dominique. Merci beaucoup, bonjour, et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à cet événement qui est très intéressant, très enrichissant. Alors, je vais vous parler de biodiversité et je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais tout d'abord commencer par une étude de cas. On va aller sur l'île Bilot, où je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Ça va me permettre, en commençant, de cristalliser un peu certaines images sur les approches qu'on utilise dans vos esprits. Et puis, je vais aussi introduire assez rapidement, sous forme de flash, certains des grands thèmes que j'aborde dans mes recherches. Et ça va beaucoup m'aider ensuite pour traiter ces grands thèmes de manière plus générale dans la suite de la présentation. Dans la deuxième partie, ici, je vais faire un état des lieux des grandes caractéristiques de la biodiversité arctique, la comparer un peu avec ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Et puis, on sera prêt ensuite pour regarder les grands facteurs de changement, les grandes tendances que l'on observe dans la biodiversité arctique et dans les écosystèmes de l'Arctique. Et ensuite, on va vraiment faire une sorte de carte intellectuelle des grands enjeux de la recherche dans ce domaine-là. Et on oublie toujours des choses, mais je vais essayer quand même d'organiser nos esprits pour ce domaine de recherche. Alors, l'île Bilot, elle est située dans le Haut-Arctique canadien, dans la grande cordillère arctique ici qui longe tout l'est de l'Arctique canadien. C'est une île qui est située à 1500 km au nord de la limite des arbres, donc on est vraiment dans le Haut-Arctique, dans la toundra canadienne. Et c'est un endroit, si je zoome sur cette région-là, vous voyez l'île Bilot. Ici, c'est une très grande île qui est largement couverte avec des montagnes et des glaciers. On est vraiment dans la cordillère arctique. Mais il y a une zone ici au sud qui est qu'on appelle la plaine sud de l'île Bilot, qui est en pente et qui est assez productive avec de la végétation, beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent là. Et puis, notez le village ici de Pond Inlet, environ 2000 habitants. Les Inuits l'appellent Mitimatalik. Et les chasseurs qui habitent ici connaissent très bien toute la région, ici, largement au-delà de la région de l'île Bilot. Si on continue de zoomer sur cette plaine sud de l'île Bilot, vous la voyez ici avec des couleurs modifiées. Vous voyez les grandes langues glaciaires qui descendent dans les vallées. En vert, ce sont des endroits où il n'y a presque pas de végétation, c'est du désert polaire. Et puis, là où il y a du rouge, par contre, on a un peu de végétation toundrique. L'aire d'étude dans laquelle je travaille avec mes collègues est relativement grande. Et là, la première caractéristique, c'est que, comme dans beaucoup d'endroits dans l'Arctique, il n'y a aucune infrastructure humaine. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de maison, il n'y a personne qui habite là, il y a juste des personnes qui circulent, mais il n'y a pas de traces très visibles des activités humaines. Lorsqu'on travaille là, en fait, les seules traces visibles, ce sont nos camps de recherche. Il y a un camp principal qui est une station du Centre d'études nordiques. C'est une infrastructure quand même assez légère, mais qui est durable pendant toute l'année. Et puis, on a un deuxième camp qui est très léger, que l'on monte seulement pendant l'été, pendant 1 mois et demi à peu près, pour nous permettre de travailler. Et lorsqu'on se déplace à travers l'aire d'études, on installe des petits camps temporaires, c'est juste quelques tentes. Pour se déplacer, on arrive avec des avions, des Twin Otter en début d'été, on repart de la même manière en fin d'été, on se pose sur la neige, et puis on utilise aussi les hélicoptères pour se déplacer, ou bien on se déplace tout simplement à pied, et puis également les motoneiges. Alors je vais vous montrer maintenant quelques photos assez rapidement, mais juste pour qu'on commence avec des choses très concrètes.
Voici le camp principal, la station de l'île Billot, la station du Centre d'études nordiques. Donc, quelques bâtiments très très simples. On dort dans des tentes, une barrière autour pour éviter la visite des ours polaires jusqu'à nos tentes. En fait, ils sont quand même pas très nombreux, ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver. Et puis, quelques collègues qui font tous partie du Centre d'études nordiques, mais il y a aussi des gens parfois qui viennent de l'extérieur, qui viennent travailler avec nous. Mais ces gens-là sont un peu les piliers de l'étude de l'écosystème de l'île Billot. On a chacun notre spécialité, mais on essaye beaucoup d'harmoniser nos recherches pour construire peu à peu une image du fonctionnement de toute la biodiversité. Le camp situé le plus au sud, le camp 2, vous le voyez ici d'hélicoptère, et comme je vous disais, c'est un camp très temporaire. Et puis les petits camps que l'on installe avec une antenne radio, une petite barrière, et puis 2 ou 3 tentes. Ça, c'est une belle photo que je montre toujours quand je veux recruter des nouveaux étudiants, puis ça marche toujours très, très bien. Mais parfois, en fait, ça ressemble plutôt à ça, puis ça, je le montre plutôt après. De toute manière, quand ils sont sur place, il n'y a pas d'avion, ils ne peuvent pas repartir, ils sont obligés de survivre dans ces conditions-là. Et alors, quand on arrive au début mai, mon équipe est toujours la première arrivée sur l'île Billot. Mes étudiants sont arrivés vers le 10 mai cette année, puis voilà à quoi ça ressemble. On se pose en avion, on dépose notre matériel, et puis on commence à travailler. On se déplace beaucoup en motoneige, et puis ça, ce sont des exemples de la petite vie un peu des équipes de terrain. C'est beaucoup de formation pour nos étudiants qui ont une formation très, très académique, très intellectuelle de la recherche, mais là, on est vraiment dans les choses très, très pratiques. Voilà, pendant l'été, comme je vous disais, on se déplace plus en hélicoptère. C'est toujours une aventure pour nous de se familiariser avec toutes ces techniques-là. Et puis, pendant l'été, une image vraiment typique de l'environnement de l'île Billot et du travail que l'on fait dans la toundra. On passe beaucoup de temps à seul ou à 2 personnes à marcher et puis à mesurer toutes les choses qu'on a à mesurer suivant nos protocoles. Voici encore quelques images. Alors, en fin de printemps, et puis quand l'été est installé, des zones assez humides ici où il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent se reproduire. Et puis ici, un renard arctique. Je suis de formation un mammalogiste. J'ai étudié beaucoup les mammifères. Et puis, j'ai approché cet écosystème de l'île Billot en étudiant surtout le renard arctique. Et peu à peu, mes intérêts se sont élargis. Et puis, avec des collaborations avec d'autres collègues, je me suis intéressé à des questions beaucoup plus larges. Et puis, je vais cheminer maintenant dans les quelques minutes qui viennent à travers ce processus-là. Il y a un sujet qui est vraiment incontournable quand on travaille dans l'Arctique canadien, surtout si on travaille sur la faune, ce sont les interactions avec les communautés nordiques. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur l'île Billot, tout de suite, mon premier réflexe... Alors d'abord, je vous montre juste quelques images des techniques qu'on utilise pour capturer les animaux, les marquer. Tout ça, c'est très classique. On utilise aussi beaucoup d'appareils photo automatiques pour... en fait, je connais une centaine de tanières et puis je sais tout ce qui se passe pendant l'été. J'ai des appareils qui prennent des photos. On utilise des isotopes du carbone, de l'azote pour reconstituer les régimes alimentaires, de la télémétrie satellitaire, de la génétique, etc. Mais par là où je voulais commencer, c'est ce lien avec les communautés inuits. Alors, dans la région, le renard arctique et les animaux à fourrure en général ont été une partie très importante de l'économie au début du siècle passé. Et les gens ont acquis énormément de connaissances, puis ces connaissances ont beaucoup évolué, mais elles demeurent encore très présentes parce que c'est une espèce qui est encore régulièrement piégée et qui est observée très, très souvent. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec la population de Pond Inlet, on a identifié, avec l'aide de personnes dans la communauté, les gens qui pouvaient nous partager de l'information sur cette espèce-là. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des complémentarités très intéressantes entre les connaissances des Inuits et puis nos méthodes scientifiques. Et je vais commencer par quelques exemples. Les Inuits nous disaient qu'il y a des renards terrestres et des renards marins. Alors, il y a les land fox, qui sont toujours dans la toundra, et puis il y a les sea fox, qui vont beaucoup s'alimenter sur la banquise. La banquise est présente 9 mois dans l'année. Et on les reconnaît très bien, les renards marins, ils ont souvent la fourrure qui est tachée avec la graisse des phoques. Si on se met de la graisse de phoque sur les vêtements, c'est dur à enlever après. Alors que les renards qui sont toujours dans la toundra, eux, ont un pelage très très beau. Et quand on fait nos suivis satellitaires, on s'aperçoit de plusieurs choses. Vous voyez un collier satellitaire ici. Premièrement, les renards de l'île Billot, ils voyagent à travers tout l'Arctique canadien. Il y en a qui vont au Groenland, presque jusqu'à l'Alaska, dans le sud du Nunavut. Ça, c'était un peu une surprise pour nous. Et également, certains renards, pendant l'hiver, restent vraiment dans leur territoire, alors que d'autres vont s'alimenter sur la banquise. Donc, on retrouvait un petit peu cette idée-là. Et en utilisant les isotopes stables du carbone et de l'azote, on a reconstitué leur régime alimentaire et très vite, on s'est aperçu que c'était impossible de comprendre le fonctionnement de cet écosystème terrestre sans comprendre également les échanges
entre les différents écosystèmes. Et les renards, ce prédateur de la toundra, s'alimentent beaucoup, en fait, prend beaucoup d'énergie du milieu marin et également de l'énergie qui vient d'écosystèmes situés beaucoup plus au sud à travers les oiseaux migrateurs qui migrent vers le nord. Donc on étudie en fait le méta-écosystème et les échanges d'énergie et de nutriments à travers les écosystèmes plutôt qu'un écosystème bien défini qui serait l'écosystème de la toundra. Autre exemple, les Inuits nous disaient il n'y a pas seulement des renards arctiques sur l'île Bylot, il y a aussi des renards roux. Ils sont arrivés dans les années 50, avant on ne les voyait jamais. Et effectivement, quand on reconstruit à partir des archives des postes de traite la migration vers le nord du renard roux, on s'aperçoit que c'est un phénomène très récent. Et le renard roux est venu coloniser l'île Bylot dans les années 50. Et c'est un phénomène qu'on retrouve à peu près partout dans l'Arctique, en Alaska, dans le nord de l'Eurasie. Le renard roux a envahi les parties sud de la toundra assez récemment. Et en réaction à ça, le renard arctique, lui, est en train de perdre du terrain parce que le renard arctique est plus petit que le renard roux. Les deux ont à peu près la même niche, c'est presque la même espèce. Il y en a un qui est plus petit et peint en blanc, mais sinon, ils sont presque pareils. Et donc, il y a une compétition très, très forte et il y en a un qui exclut l'autre. Et à travers ce phénomène-là, on est en train d'étudier maintenant un phénomène beaucoup plus large qui est la migration des espèces vers le nord et le recul des espèces spécialisées pour les conditions arctiques. Autre exemple que je vais maintenant souligner, évidemment, c'est impossible de comprendre l'écologie d'une espèce sans comprendre l'ensemble des relations que cette espèce entretient avec les autres espèces de l'écosystème. Et on a une grande chance quand on travaille dans l'écosystème terrestre de l'Arctique, c'est que c'est un système relativement simple. On est capable ici de représenter dans une seule image la plupart des espèces avec les relations entre les espèces. Donc c'est un outil, un modèle qui est d'une valeur très très grande pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'étude des écosystèmes. On a un système relativement simple. Alors si on veut étudier par exemple les renards, évidemment on étudie les relations de prédation avec d'autres espèces. On n'a pas le choix de s'intéresser aux espèces qui ont une influence très importante sur le prédateur, par exemple les lemmings. Mais si on veut comprendre les lemmings qui ont des fluctuations d'abondance assez importantes, il faut comprendre aussi les relations entre les lemmings et leurs prédateurs. Et de fil en aiguille, on est amené à essayer de comprendre l'ensemble du système. Mais avec mes collègues qui, eux, sont spécialisés dans différents secteurs, différentes unités de l'écosystème, on est en train de construire cette image-là. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, on le fait de différentes manières. On le fait avec des expériences que l'on essaye de faire à des échelles les plus grandes possibles. Par exemple, vous voyez ici une grande barrière à neige. Il y en a plusieurs qui sont parallèles les unes aux autres. Et on étudie comme ça l'effet du couvert de neige sur l'écologie de certaines espèces de plantes ou d'herbivores. On fait également beaucoup d'efforts pour suivre avec des protocoles standardisés pendant le plus longtemps possible les populations que l'on étudie. Et là, je vous montre un exemple où on a comparé les suivis à long terme, par exemple des renards à Bylot avec d'autres espèces fauniques ailleurs au Canada, et c'est le moyen le plus sûr pour réussir à détecter des changements et faire des inférences pour générer des hypothèses sur les causes de ces changements. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de modéliser l'ensemble du fonctionnement de ces systèmes. Et ce que vous voyez ici, vous retrouvez les principales espèces qu'on retrouve dans l'écosystème terrestre, mais chaque espèce est située à un niveau trophique différent qui est plus complexe que celui des herbivores, des plantes, des herbivores, des prédateurs. En fait, il y a des niveaux intermédiaires suivant l'intensité de la prédation de chaque espèce, et on est capable d'estimer la force des relations entre les espèces, la force des flux trophiques entre les espèces, des flux d'énergie, par toutes sortes de techniques, et ensuite de modéliser l'ensemble. Ce qui est encore plus intéressant, parce que là, on a, en fait, au niveau de l'écosystème, on a un n égale à 1, c'est un écosystème terrestre arctique, mais pendant l'année polaire internationale, on a réussi à homogénéiser, à standardiser nos prises de données avec d'autres sites ailleurs autour de l'Arctique, avec des collègues norvégiens et russes, et puis on a fait le même exercice en différents endroits, de manière à avoir un n supérieur à 1, et ça nous a permis, par un exercice de modélisation, de quantifier certaines des grandes relations qui structurent cet écosystème. Alors, ce n'est pas surprenant, vous voyez la température qui a un effet très important sur certains paramètres de la diversité, comme la richesse spécifique, le degré de connectivité entre les espèces, puis aussi sur certains indices du fonctionnement de l'écosystème, comme par exemple le rapport entre la production et la consommation des différents niveaux trophiques. Mais on a aussi découvert d'autres choses qu'on soupçonnait moins. Par exemple, la taille des espèces qui sont dans le système influence beaucoup son fonctionnement. Les herbivores de plus grande taille sont en grande partie libérés de la prédation. Il y a très peu de prédateurs qui mangent les caribous ou les bœufs musqués. Par contre, les lemmings, la plupart se font manger par des prédateurs. Et les tailles des espèces influencent beaucoup le fonctionnement de l'ensemble du réseau.
Je vais terminer cette étude de cas avec deux derniers exemples. Évidemment, le climat se réchauffe à l'île Bylot, comme partout ailleurs dans l'Arctique. Et puis, la surface recouverte par les glaciers a diminué de 5% depuis les années 60. On voit la phénologie du printemps qui change. Le moment de la fonte des neiges est de plus en plus hâtif dans l'écosystème de l'île Bylot. Et puis, ces effets-là percolent jusque dans l'écosystème. Alors, vous voyez ici la biomasse des plantes qui est en train d'augmenter sur l'île Bylot. On a de plus en plus de plantes au sol. Par contre, les effets ne se transfèrent pas encore ni au niveau des herbivores, ni au niveau des prédateurs. Il y a des phénomènes de tampons qui font qu'on n'a encore pas ce transfert-là. Peut-être qu'il viendra plus tard, mais on essaie de comprendre pourquoi l'écosystème est en train de changer par la base sans que ça se répercute immédiatement à des niveaux supérieurs. Et puis, je vais terminer avec un aspect un petit peu plus anecdotique en termes scientifiques, mais depuis que je travaille sur l'île Bylot, depuis une dizaine d'années, j'ai vu beaucoup de choses changer dans l'environnement de l'île Bylot. Alors, on voit un conflit d'usage très important en train de naître dans le détroit de Lancaster, entre, par exemple, l'exploitation pétrolière et puis la création probable d'un parc national à cet endroit-là, qui est très, très riche au niveau marin. Ça, on ne parlait pas de ça il y a 10 ans. Au sud de l'île Bylot, il y a une énorme mine de fer, Baffinland, qui vient d'être achetée par ArcelorMittal, qui est en train de passer de sa phase d'exploration à la phase d'exploitation. Et on a une construction d'une voie de chemin de fer, un port en eau profonde, des immenses barges qui bientôt vont transporter le minerai par ici ou par là, directement jusqu'à Rotterdam, pendant 20, 30 ou 40 ans. Le nombre de navires de croisière à Pond Inlet, en fait, on n'en voyait jamais il y a 10 ans, ou presque jamais. Maintenant, il y en a entre 5 et 10 chaque été. Et la tendance est à l'augmentation. Donc, vous voyez cet environnement qui est en train de changer, mais il n'y a pas d'effet notoire que j'ai pu, pour l'instant, mesurer. Alors, voilà pour cette étude de cas qui m'a servi de longue introduction. Puis maintenant, je vais généraliser certaines choses en faisant le tour de certaines caractéristiques de la biodiversité arctique. Bon, il y a à peu près 21 000 espèces décrites dans l'Arctique. Je ne défendrai pas ce chiffre, ça dépend comment on fait le décompte. Ce qui est sûr, c'est que c'est un chiffre très faible. En France métropolitaine, je ne sais pas combien on a d'espèces, mais c'est probablement plusieurs dizaines de milliers, peut-être 100 000 ou 200 000, en tout cas beaucoup plus que ça. Et la première caractéristique, c'est qu'on a une faible richesse spécifique dans l'Arctique. Vous voyez ici, au niveau des écosystèmes terrestres, les couleurs très pâles dans l'Arctique, qui sont semblables à ce qu'on retrouve dans les grands déserts de la planète. Très peu d'espèces en milieu terrestre. En milieu marin, on a un peu le même phénomène, mais qui est peut-être moins accentué. On l'a vu hier avec une très bonne présentation de Philippe Archambault, mais en tout cas, on a beaucoup moins d'espèces que dans les zones les plus riches de la planète. Pourquoi est-ce qu'on a ce gradient-là? Il y a plusieurs raisons. On pourrait se dire peut-être que les endroits ont été moins explorés. Puis effectivement, par exemple, dans la mer de Laptev, ici, on voit que le nombre d'espèces augmente au fur et à mesure que la quantité d'échantillonnage augmente. Mais on aurait la même chose aussi dans beaucoup d'autres endroits de la planète. Ce qui est certain, par contre, surtout en milieu terrestre, c'est que les faibles températures nuisent à la productivité primaire. Les niches disponibles sont beaucoup moins nombreuses et on a moins d'espace pour accumuler une grande biodiversité. Vous voyez, même à l'intérieur de l'Arctique, certains groupes d'insectes ou d'araignées sont beaucoup plus nombreux quand la température moyenne en juillet est plus élevée. Donc, on retrouve ces tendances à toutes sortes d'échelles. Il y a un autre phénomène important, c'est que l'Arctique canadien, il y a 20 000 ans, l'Arctique canadien, mais aussi la moitié de l'Arctique sibérien, était recouvert de glace. Donc, la biodiversité est repartie à zéro à la fonte des glaces. Et dans les endroits où on n'a pas eu la glaciation, comme dans la Béringie, le nombre d'espèces est nettement supérieur. Donc là, cette biodiversité est en train de se reconstituer par migration d'espèces, mais il n'y a encore pas eu le temps que se produisent des évolutions importantes sur place. Une autre caractéristique importante, c'est que c'est une biodiversité très spécialisée. Je vous montre ici certains exemples avec des vertébrés, des plantes, mais il y a énormément d'adaptations au froid qui sont uniques ou bien qui sont poussées à leur extrême dans ces endroits-là, qui sont une opportunité fantastique pour la science pour découvrir de nouvelles choses. C'est une biodiversité souvent à caractère circumpolaire. Vous voyez une espèce ici, l'Eider aduvé, qu'on retrouve un peu partout. On pourrait observer la même chose pour beaucoup d'espèces, puis je l'illustre ici avec les différentes provinces floristiques de l'Arctique circumpolaire. Chaque couleur est une province différente avec une certaine homogénéité végétale. Mais vous voyez ici toutes les pointes de tarte ici, ou les portions de camembert, si vous préférez, qui montrent qu'environ un quart de toutes les plantes qu'on retrouve dans l'Arctique se retrouvent dans chacune des régions floristiques, ce qui montre un point commun relativement important à travers toutes ces régions-là.
C'est une biodiversité de milieux encore peu perturbés. Vous voyez ici le pourcentage des terres qui a été transformé pour l'usage des humains dans les grands biomes de la planète. Souvent, on a plus de 50% des terres qui ont été transformées. Dans la toundra, c'est presque rien, parce qu'il y a si peu d'agriculture et si peu d'infrastructures humaines. Et puis, c'est une biodiversité très alimentaire pour les peuples nordiques. Pour les Inuits, par exemple, ils nous disent souvent, les ours polaires, pour vous, ce sont des belles images, mais nous, parfois, il est sur la table. Et les familles s'alimentent beaucoup avec toutes ces espèces sauvages. Finalement, c'est une biodiversité qui a de nombreuses valeurs, comme les biodiversités de toutes les régions de la planète, mais avec des valeurs assez uniques au niveau culturel, esthétique, spirituel pour les gens qui habitent là-bas, scientifique aussi, parce qu'on a des opportunités de nouvelles découvertes très importantes, écologique aussi, je vais parler un peu des grands cycles biogéochimiques, et puis économique également, surtout pour les populations qui habitent sur place. Voilà, donc maintenant, je suis prêt à détailler un peu certaines des grandes tendances qu'on observe dans la biodiversité de l'Arctique. Et je vais le faire à partir d'un gros rapport que l'on a publié le 15 mai en Suède, à Kiruna, à la dernière réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique. C'est le Arctic Biodiversity Assessment, un gros rapport scientifique qui est résumé aussi dans un rapport de synthèse. On a aussi publié un rapport pour les décideurs. Un de mes étudiants, la semaine passée, m'a demandé de lui envoyer le PDF du rapport de police de l'ABA. Et puis je lui ai dit, ce n'est pas un rapport de police, c'est un rapport pour les décideurs. Et donc, je vais vous résumer certaines des grandes tendances qu'on observe dans ce rapport-là. Alors évidemment, moi, j'étais un des auteurs principaux de chapitres, mais on était très nombreux. Puis chacun de nous, on avait une équipe d'auteurs-contributeurs qui nous alimentaient en information. Et voici d'ailleurs une des premières réunions il y a 4 ans. Et je voulais juste vous faire remarquer que ces gens-là sont beaucoup des gens des pays qui font partie du Conseil de l'Arctique, mais il y a un détail intéressant. Quelques personnes, comme Tero Mustonen ici, un Finlandais, qui étaient chargés de s'assurer que l'on prenait en compte non pas uniquement les connaissances scientifiques, mais aussi les connaissances locales, traditionnelles, qu'on retrouve dans la littérature. Et en fait, lui, ce n'est pas un anthropologue, c'est un Sami du nord de la Norvège, et puis il était très, très rigoureux pour nous montrer à chaque fois qu'on oubliait certaines connaissances importantes. Parfois, d'ailleurs, ces connaissances, souvent, elles étaient très en phase avec les connaissances scientifiques, mais parfois, elles étaient différentes, et puis on expliquait ces différences-là. Alors, je vais parler un peu de l'exploitation des espèces, du climat, de l'industrialisation, de l'arrivée de nouvelles espèces, du transport de contaminants, et puis de l'acidification des océans. Ce sont les grandes pressions de changement de la biodiversité arctique. L'exploitation des espèces a été, dans certains cas, très intense au cours des derniers siècles. Vous voyez ici la chasse aux baleines boréales qui a été si intense que les baleines boréales ont à peu près disparu fonctionnellement des écosystèmes. Et puis, vous voyez ici une reconstitution grossière du réseau trophique marin avec la production primaire, secondaire, avant ces grandes chasses aux baleines boréales. La plupart de l'énergie était consommée par les baleines boréales. Le krill était consommé par les baleines boréales. Aujourd'hui, dans les mêmes écosystèmes, on a une structure très différente, puisque les baleines boréales ont disparu, ou à peu près, et donc la grande partie de la production secondaire est consommée plutôt par les oiseaux et les poissons pélagiques, qui eux-mêmes sont consommés par une communauté piscivore de mammifères marins ou bien d'oiseaux. Est-ce que l'État était stable dans le passé? Il n'y a pas vraiment de stabilité dans les écosystèmes, mais probablement que c'est un État qui avait duré pendant des siècles et des milliers d'années, alors qu'aujourd'hui, on a un État qui est très instable, qui est déstabilisé par les pressions anthropiques. D'ailleurs, on le voit très bien parce que lorsqu'on relâche la pression sur la chasse, on voit les populations de baleines boréales, comme ici dans la mer de Beaufort, en train de remonter très doucement, parce que c'est une espèce avec une démographie très lente. Mais on voit d'autres sources de pression qui arrivent. Par exemple, dans toutes les mers nordiques, on voit le niveau trophique moyen des poissons qui est en train de diminuer parce qu'on prélève les grands poissons piscivores, les grands prédateurs, et puis on laisse le menu frottin qui a des niveaux trophiques inférieurs. Donc on voit cette influence très importante anthropique sur l'écosystème marin. Je vais passer maintenant au climat. Bon, vous savez que la surface occupée par la banquise diminue très rapidement, beaucoup plus que ce que laissaient présager les scénarios climatiques. Et puis vous retrouvez ici cette diminution de la banquise, c'est les mêmes données qu'on voyait à gauche, mais on a le phénomène exactement similaire en milieu terrestre avec la diminution de la couverture de neige. Et puis on pourrait faire le même parallèle aussi avec le dégel du pergélisol qui entraîne la fonte
de la partie liquide, ou disons solide, qui passe à liquide dans le pergélisol. Les effets sur la biodiversité sont très nombreux. Je vais donner quelques exemples. En commençant par le pergélisol, vous voyez ici un paysage typique avec beaucoup de lacs, et ces lacs sont très dépendants de l'état du pergélisol. Vous voyez ici 2 photos aériennes qui ont été prises à quelques décennies d'écart, puis vous voyez certains lacs qui disparaissent entre-temps, ici aussi également. Et ce qu'on observe, c'est que en bas à gauche, ici, vous avez l'augmentation ou bien la diminution du nombre de lacs et puis de l'étendue couverte par les lacs, suivant qu'on se situe dans des zones où le pergélisol est continu. Et là, vous voyez que le nombre de lacs a augmenté à cause de la fonte du pergélisol. Mais dans d'autres zones où le pergélisol est discontinu ou isolé ou sporadique, au contraire, on a eu une diminution du nombre de lacs par drainage d'un grand nombre de lacs. Et ça a un impact très important sur la biodiversité. Les lacs sont parmi les milieux les plus riches, ils participent beaucoup au grand cycle biogéochimique planétaire. Et là, on a un effet direct climatique sur la biodiversité avec des répercussions plus larges. Même chose avec l'embuissonnement de la toundra. Vous voyez ici, il n'y avait pas de buissons, et puis maintenant, on les voit apparaître. Ici, il y en avait déjà, puis on les voit augmenter en surface. Ça, c'est très net à travers tout l'Arctique polaire, tout l'Arctique circumpolaire. Puis on peut facilement deviner que ces phénomènes-là sont la source de changements qui vont s'accentuer puis avoir des effets en cascade sur tout l'écosystème. La phénologie des espèces est en train de changer également. Les cycles de vie sont en train de se décaler au fur et à mesure que les saisons se décalent. L'industrialisation, là je l'ai représenté avec une courbe, c'est l'accroissement du nombre de navires qui traversent le passage du Nord-Ouest, en commençant par Amundsen au début du XXe siècle, puis vous voyez maintenant ils sont très très nombreux. Et c'est cet accroissement très important de l'activité humaine dans l'Arctique, en combinaison avec le réchauffement du climat, a également beaucoup d'effets sur les écosystèmes. Les humains amènent beaucoup d'espèces, sans le vouloir, mais ces espèces, la plupart du temps, ne réussissent pas à s'installer. Par contre, avec le réchauffement du climat, les probabilités d'installation augmentent. Alors, vous voyez également ici un indice qui laisse présager une forte augmentation de l'industrialisation. C'est une cartographie des probabilités que le sous-sol contienne beaucoup de pétrole. Vous voyez l'Alaska ici, les zones sibériennes ici, et puis d'autres où les probabilités sont plus faibles, mais peut-être qu'elles vont augmenter avec la prospection. Alors, ce qui se passe, c'est des nouvelles espèces qui envahissent l'Arctique. Ici, une belle image qui vient de la toundra du nord de l'Islande, avec des lupins qui ont été amenés ici, puis qui réussissent à coloniser cet endroit. Dans le sud de l'Arctique canadien, on voit le nombre d'orques épolaires en train d'augmenter très rapidement dans la baie d'Hudson, le bassin de Fox, etc. C'est une espèce qui n'aime pas du tout la glace, mais il y a de moins en moins de glace. Un des enjeux très importants, c'est de tenter de faire de la prospective et de modéliser ces changements-là, de les envisager dans le futur. Et parmi les outils qu'on a, il y a la modélisation des enveloppes climatiques, la modélisation de niches. On arrive à prévoir assez bien où une espèce pourrait subsister si on l'introduisait, étant donné le climat qu'on a sur place. Par exemple, cette espèce d'eau douce ici, Hydrilia, qui est une espèce très envahissante, si on l'introduisait en Alaska, elle serait cantonnée à peu près à ces régions-là, parce que plus au nord, le climat n'est pas favorable. Mais dans un scénario de changement climatique, eh bien, avec un climat plus chaud, elle pourrait s'étendre beaucoup plus. Et ce genre de travail-là, de prospective, nous permet d'envisager des scénarios futurs d'installation d'espèces lorsqu'on combine différentes sources de changement. Le transport des contaminants, on a eu une très bonne conférence ce matin, plusieurs en fait, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais évidemment l'Arctique est une éponge qui absorbe tous ces contaminants qui circulent sur la planète. Ils se concentrent dans les chaînes alimentaires. Et un paradoxe ici, tout de même, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à vraiment démontrer d'effets négatifs sur la démographie des populations. Et le poster Olivier Chastel est un bon contre-exemple. On arrive à voir quelques effets sur des oiseaux démographiques, mais c'est très, très rare. Et dans le Arctic Biodiversity Assessment, en fait, on n'avait à peu près aucun exemple à rapporter. Donc, on voit cette concentration, mais pas encore d'effet démographique. Ça ne veut pas dire que, évidemment, ce n'est pas nuisible pour les espèces, mais c'est difficile à démontrer. Un dernier mot sur l'acidification des océans. C'est un thème extrêmement étudié dans les mers tropicales parce qu'il a un impact très important sur les récifs coralliens, mais dans les écosystèmes arctiques aussi, on a des espèces comme ici ce petit mollusque pélagique du genre Limacina, qui a un squelette avec de la calcite ou de l'aragonite, je ne suis pas certain, mais en tout cas, sa capacité à former son squelette dépend directement du pH de l'eau, et plus le pH diminue, donc l'acidité augmente,
et plus on a des probabilités d'observer des problèmes dans la capacité de ces organismes à assurer tout leur cycle de vie. Donc ça, ce sont certains des grands facteurs de changement de la biodiversité arctique. Et maintenant, à partir de là, je vais essayer... Bon, il y en a un que j'allais oublier. Évidemment, la biodiversité de l'Arctique n'est pas isolée du reste du monde. Et un des meilleurs exemples, c'est le cas des oiseaux migrateurs qui empruntent des grands corridors de migration. Alors, vous voyez, par exemple, les oiseaux qui nichent dans l'est de la Sibérie descendent après vers le sud pendant l'hiver et remontent au printemps. Et un des phénomènes actuellement très inquiétants qu'on observe, c'est que beaucoup de ces populations de petits échassiers ici sont en train de diminuer à travers tout l'Arctique. Pourquoi? Parce que les milieux dont ils ont besoin en hiver ou pendant leur migration, surtout dans l'est de l'Asie, sont en train de disparaître à une vitesse extraordinaire. Et donc, ce que l'on observe dans l'Arctique dépend évidemment parfois de certains phénomènes qui se passent beaucoup plus au sud. Donc, c'est sur toutes ces connaissances ici que j'ai résumé quand même assez vite, que maintenant je vais m'appuyer pour essayer de faire un survol des grands enjeux scientifiques qui touchent à la biodiversité et aux écosystèmes de l'Arctique. Et je vais organiser ces grands enjeux en 4 catégories qui sont à peu près logiques, mais il n'y a aucune organisation qui est parfaite. D'abord, je vais parler des grands enjeux qui ont trait vraiment à la connaissance de la biodiversité. Ce sont des enjeux très fondamentaux de recherche. Ensuite, je vais parler des enjeux qui touchent aux sources de changement, ce que je viens de mentionner juste auparavant. Et puis ensuite, je vais parler des valeurs de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter des changements dans la biodiversité ou ne pas s'inquiéter? Et puis finalement, je vais parler des enjeux qui touchent à la gouvernance, à la gestion des écosystèmes. La première série d'enjeux liés à la connaissance de la biodiversité, alors les premiers enjeux sont vraiment tout simplement la connaissance de la composition des communautés, de la répartition des espèces, sont vraiment des connaissances de base qui souvent nous manquent. On a besoin de beaucoup plus d'échantillonnage, de taxonomie, etc. On a aussi un manque de connaissances très évident dans certains écosystèmes, dans la grande majorité, sur leur origine, sur leur fonctionnement. Et pour ça, on a besoin d'expériences comme celles que je vous ai montrées, qui sont très rares dans l'Arctique. C'est très difficile de faire des expériences à l'échelle écosystémique. On a besoin de suivi à long terme, c'est absolument indispensable. Et là, des petites équipes avec des infrastructures assez légères, mais qui peuvent durer dans le temps, c'est absolument critique, c'est vraiment essentiel, on ne peut rien faire sans ça. On a besoin également de modélisation, il faut qu'on généralise nos observations, il faut qu'on puisse construire des hypothèses, les tester en faisant de la modélisation. Et puis on a besoin évidemment, comme je disais, de suivre ces changements temporels au niveau écosystémique, à la fois dans la structure et la fonction des écosystèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut développer pour ça? Eh bien, il faut qu'on réussisse à homogénéiser nos protocoles. Souvent, quand je parle à mes collègues d'autres endroits, on ne mesure pas les choses exactement de la même manière, ça nous empêche de comparer. Il faut qu'on standardise nos expériences, qu'on archive et qu'on échange nos données. Et on a les moyens techniques de le faire, mais souvent on ne le fait pas. Il y a déjà des bonnes initiatives qui ont été prises par le Conseil de l'Arctique, mais les organismes de financement ont un grand rôle à jouer. Il faut inciter et forcer les scientifiques à le faire. Les collaborations internationales entre scientifiques sont vraiment primordiales. On a une année polaire internationale tous les 50 ans, donc à la prochaine, on va tous être morts. Alors, il faut absolument qu'on en fasse beaucoup plus souvent. La prochaine, il faut qu'elle revienne beaucoup plus vite, peut-être dans 20 ans. Et la science change beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et il faut aussi que ces initiatives reviennent beaucoup plus vite. Il faut qu'on développe des outils. Ici, vous avez un petit appareil de la taille d'un GPS. On peut mettre un petit échantillon de n'importe quelle espèce et ça nous dit quel est le nom de l'espèce. Et si on est connecté à Internet, toutes les caractéristiques de l'espèce. Le seul problème, c'est que c'est un appareil imaginaire qui n'existe pas encore, mais il existe en grand. On peut le faire, mais sauf que ça nous prend tout un laboratoire. Et un jour ou l'autre, peut-être qu'on va être capable de faire ça sur le terrain. Il nous faut également des collaborations beaucoup plus poussées entre les scientifiques et les populations nordiques. Et je pense que le Canada est dans la bonne voie parce que les peuples nordiques ont un poids politique important et puis ils nous imposent de faire ça. Et on en bénéficie ensuite lorsqu'on le fait. La deuxième série d'enjeux touche aux sources de connaissances des sources de changement de la biodiversité. Alors, je les ai déjà listées, je ne vais pas les répéter, mais il faut qu'on développe notre compréhension des effets de seuil, de la résilience des systèmes, de la redondance fonctionnelle. Lorsqu'on enlève une espèce, parfois ça ne change rien. Il y en a une autre qui prend la place, qui est déjà là. Mais parfois, ça entraîne une cascade d'effets. Et ça, ce sont des termes typiques
des sciences de la complexité. Et la science écologique, lorsqu'on s'intéresse aux écosystèmes, c'est un bon exemple de ces sciences de la complexité basées sur des interactions nombreuses. Et il faut qu'on comprenne tous ces phénomènes-là qui sont extrêmement complexes, qui nous empêchent parfois de faire de la prospective. La capacité de surveillance et de bâtir des scénarios de changement est extrêmement importante. Et puis, les interactions avec l'industrie aussi sont importantes. Chaque nouvelle implantation industrielle, c'est une expérience grandeur nature. Et il faut qu'on soit capable de savoir quels sont les résultats de cette expérience, qu'on fasse ensuite de la gestion adaptative, que l'on apprenne de nos erreurs et de nos succès. Et puis ce compromis n'est pas toujours facile à trouver entre les bénéfices et les coûts qu'on a collaboré avec l'industrie, mais il faut le faire. La troisième série d'enjeux touche aux services que rend la biodiversité. Il y en a tout un tas de services différents qui vont de services spirituels à des services économiques. Les ressorts culturels et même psychologiques qui dictent nos attitudes envers la biodiversité, ça, ce sont des très, très vieilles questions sur les rapports entre l'humain et la nature, mais ce n'est pas parce que ce sont des vieilles questions que ce sont des questions résolues. Et c'est peut-être au contraire parce que ce sont des vieilles questions que ce sont des questions importantes, mais on en est encore au balbutiement. Et il y a beaucoup de nos attitudes lors du développement de nouvelles régions qui sont très, très influencées par des attitudes irrationnelles très profondes et qu'on ne comprend pas du tout. On a besoin de les comprendre et on arrive en ce moment à la capacité de limite, à la capacité de soutien limite de notre environnement planétaire. C'est le temps qu'on comprenne ça un peu mieux. Alors il faut qu'on développe notre connaissance des services écologiques, qu'on mette en place, qu'on ait des modèles qui permettent de les comparer, et puis qu'on arrime les expertises entre les écologues, les taxonomistes, les anthropologues, les économistes, et puis j'en passe. Là, on est vraiment à l'extrême de l'interdisciplinarité, mais il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et puis là, j'ai terminé avec cette dernière série d'enjeux. Il faut qu'on travaille sur la gouvernance, qu'on bâtisse des cadres de réflexion pour décider des enjeux prioritaires en termes de conservation de la biodiversité. Il faut qu'on identifie les zones prioritaires à protéger. Est-ce qu'il y a des refuges climatiques où certains éléments de la biodiversité vont pouvoir subsister malgré le réchauffement? Et les modèles de gouvernance dans l'Arctique sont très, très variés et il faut qu'on les comprenne mieux. Et là, il y a des enjeux de compréhension des modèles de cogestion, des modèles de coopération régionale, internationale. C'est valable pour les pêches, c'est valable pour la sécurité alimentaire. Puis il faut qu'on développe la science des marées noires adaptée à l'Arctique. On ne peut pas régler une marée noire, il y en aura un jour ou l'autre, c'est évident qu'il y en aura, et on ne pourra pas les gérer de la même manière qu'on les gère en Bretagne ou dans le golfe du Mexique. Pour conclure, j'ai simplement peut-être un message très, très général. Dans les écosystèmes arctiques, il y en a quand même une grande partie où les traces des humains sont encore imperceptibles, et c'est un des derniers endroits qu'on est en train de développer sur cette planète, avec les bons et les mauvais côtés que cela comporte. Mais c'est certainement un endroit où le choc entre notre expansion de l'humanité et puis notre environnement va être le plus brutal. Et je l'ai représenté avec cette photo ici qui a été prise dans le nord du Québec, dans la région boréale. On a des moyens extrêmement puissants pour développer l'Arctique et il faut qu'on le fasse avec une sagesse peut-être un peu différente de celle qu'on a eue dans certains autres cas. Et la science est un des outils, pas le seul, mais pour nous guider à travers ça. Et ce choc-là est vécu aussi par les populations nordiques. Les aînés sont souvent très fiers de nous dire encore qu'ils sont nés dans des igloos, qu'ils sont nés dans des tentes, mais les jeunes, eux, ils jouent avec les jeux vidéo sur Internet. Donc on a vraiment ce choc à différents niveaux. Et cette initiative ici en France c'est une des nombreuses qui est actuellement dans le monde, mais c'est très, très important que l'on essaie d'ajouter notre grain de sel sur toutes les décisions qui vont se prendre dans l'avenir. Voilà, puis je termine juste en remerciant les nombreux organismes ou les programmes qui financent mes travaux. Je suis très content qu'il y en ait beaucoup, mais en même temps, c'est un poids administratif souvent très important, mais c'est la réalité des recherches dans l'Arctique. Voilà, merci beaucoup.